Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 5e journée de Ligue 1 et la réception du Havre. Alors comme vous le savez tous, on avait vécu une semaine absolument folle avec la réception du FC Barcelone et la victoire en Ligue des Champions pour notre première. Monaco est très en forme, Monaco gagne quasiment tous ses matchs. Monaco a beaucoup de points en Ligue 1, Monaco réussit en Ligue des Champions, Monaco va bien et on commence à parler de Monaco et du titre. Alors pas d'enflammade, hein, c'est le début de saison. On sait très bien que tous les clubs de foot ont des hauts et des bas et que de suivre le rythme du Paris Saint-Germain, c'est quelque chose d'assez difficile en sachant quand même que le PSG, lui aussi, perd des points en Ligue 1 puisque hier, ils n'ont pas gagné contre Reims. Donc peu importe, nous, on essaye de se concentrer sur nous, sur notre jeu, et c'était très difficile d'enchaîner la Ligue 1 avec la Ligue des Champions, sachant qu'on a joué jeudi et qu'on rejouait donc dimanche après-midi à 15h, dans des conditions difficiles, avec très peu de jours de récupération. Donc à 18h, devait faire tourner, il avait annoncé, et on savait qu'on allait avoir une équipe remaniée parce qu'on n'a pas le choix. Physiquement, on n'avait pas le choix que de faire tourner l'équipe. Donc, on attendait un petit peu la compo de départ, en sachant qu'il y avait 4 absents. Il y avait Diop qui était blessé, Majegui qui revenait à peine, qui était encore en réathlétisation, on va dire. Et bizarrement, dans le groupe, il n'y avait ni Vanderson ni Ouattara. 2 latéraux qui étaient absents. Alors, Vanderson, je peux comprendre parce qu'il était cramé après Barcelone, donc qu'on le fasse souffler, c'est tout à fait normal. Ouattara n'avait pas joué et Ouattara n'était pas là aujourd'hui, donc visiblement c'était un choix du coach. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il a un problème de santé ou s'il a juste été écarté, je ne sais pas. En tout cas, 4 absents et un groupe au complet pour le reste. Et donc quand la compo est tombée, on a vu que oui, effectivement, il y avait beaucoup de changements, beaucoup de turnover, et on est reparti sur une défense à 4, avec 2 milieux de terrain, 2 milieux offensifs et 2 attaquants. Donc un 4-4-2 qui ressemble quand même sur le terrain plus à un 4-2-2-2. Donc Keun dans les buts, latéraux Caio Henrique et Tézé, défense centrale Kerrer qui était reconduit aux côtés de Singo, milieu de terrain Magassa avec Camara qui n'était pas dans un protocole commotion parce que ça avait été annulé. Les 2 milieux offensifs, nous avions Minamino avec Golovin, bien évidemment, et devant Balogun avec Ileni Kena. Donc vous voyez beaucoup de changements et on se disait quand même que la compo était plutôt pas mal parce que voilà, les remplaçants font le taf quand on fait appel à eux, et de les mettre titulaires, bah, c'est important. C'est important pour les laisser en confiance, pour les mettre en application. Donc c'est très important d'avoir ce turnover qui va être quand même très présent cette année avec la Ligue des Champions, qui demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de matchs, et donc forcément plus de turnover. Donc coup d'envoi, voilà, terrain, température plutôt cool parce que il faisait pas 40 degrés, il y avait des nuages, voilà, c'était au niveau des conditions plutôt bonnes avec la nouvelle pelouse qui commence à prendre un petit peu, mais qui n'est pas encore parfaite. Et donc le match commence et on se dit voilà, ça va être compliqué parce que les conditions sont spéciales. On va peut-être avoir un match un peu soporifique, et ça n'a pas loupé. On a eu un match extrêmement soporifique. On a eu 1 heure de match où on s'est fait peur. On s'est fait peur parce que Monaco a bien commencé, a plutôt mal fini, en sachant que la première mi-temps, on a vu une équipe monégasque s'endormir. Et puis en deuxième mi-temps, c'était compliqué aussi au niveau de la reprise avec des changements parce qu'on voyait bien que Hutter n'était pas satisfait et que l'équipe tournait pas au max. Et ça a été le déclic avec la deuxième mi-temps qui, grâce à un exploit individuel, a déverrouillé le match et nous l'a rendu facile sur la fin. Donc la première mi-temps, on commence assez fort, on va marquer assez vite avec une entrée dans la surface et une offensive où le ballon cafouille un petit peu et va sortir en 6 mètres, et Minamino arrive à toute vitesse pour la remettre devant les buts, et Tézé au deuxième poteau va la mettre au fond. Donc 1-0, Monaco commence bien, Monaco est plutôt appliqué et maîtrise son sujet, mais après le but, on va voir un petit peu de suffisance, un petit peu de fatigue, un petit manque de motivation, où Monaco va commencer à reculer, à moins jouer, à marcher. Et là, en s'endormant, en fait, on va redonner la possibilité au Havrais d'avoir des occasions, même si le Havre n'est pas extraordinaire, le Havre ne fait pas une grande partie.
Et sur quelques offensives, voilà, un peu maladroites, Le Havre va réussir à marquer un but, pareil, un ballon dans la surface de réparation qui va être repris assez fortement au deuxième poteau. Keun va être battu et Le Havre égalise. Donc c'est assez logique vu la physionomie du match. La première mi-temps n'est pas bonne parce que Monaco, après son but, va disparaître, va s'endormir, va faire la sieste. Et à la mi-temps, on se dit là, ça craint parce que c'est typiquement le genre de match, typiquement le scénario qu'on connaît tous, c'est-à-dire les matchs d'après Coupe d'Europe, après euphorie européenne, où il faut enchaîner physiquement et mentalement. Et on voit que les Monégasques n'y sont pas. Que ce soit les remplaçants ou les titulaires, il y a un vrai souci d'engagement et de rythme. Et en deuxième mi-temps, Hutter l'a bien compris, il fait déjà 2 changements. Il fait rentrer Zakaria et Ben Seguir pour réajuster un petit peu, parce que Magassa n'était pas vraiment dans son match. Et en deuxième mi-temps, voilà les changements importants, parce que là, il remet des titulaires, hein, on va pas se mentir, Ben Seguir et Zakaria sont titulaires. Et ça va être un peu mieux, même si derrière, on dort encore. Et à force de dormir, on va prendre un but. C'est-à-dire que le placement défensif et les trous d'air qui sont enclins à être un petit peu sur le qui-vive, Le Havre, dans notre dos, va avoir un ballon en profondeur et l'attaquant du Havre va partir tout seul et marquer le but. Donc on est dégoûté, 2-1 pour Le Havre, mais la VAR va l'annuler. Et là, un petit peu comme contre Lens, il va y avoir une réaction quand même, après le but, une petite réaction d'orgueil, où les Monégasques vont être un peu plus pressants et un petit peu plus haut. C'est pas flagrant, mais un tout petit peu plus haut. Et là, je me dis, il faut un exploit individuel pour que le match se décoince. Et ça va arriver avec Ben Seguir, c'est-à-dire que Ben Seguir va avoir un ballon aux 20 mètres et va faire tout seul, c'est-à-dire qu'il va dribbler, il va mettre un enroulé du pied droit, petit filet, le gardien ne peut absolument rien faire. Voilà, c'est l'exploit individuel qu'on attendait, et Ben Seguir débloque le match. Et là, le verrou, il est sauté, Le Havre ne fera plus rien. Donc 2-1 pour Monaco, ça y est, on s'est remis les têtes à l'endroit, le match est bien avancé, Le Havre va redescendre un petit peu physiquement, et nous on va pousser le peu qu'on peut, et on va même mettre un 3e but avec Balogun qui va enfin mettre un but avec une super contre-attaque où Ileni Kena de son pied gauche va chercher directement Balogun dans la surface, qui va mettre une mine pareil au 2e poteau, et le gardien est battu 3-1. Monaco a plié le match. Voilà, donc en gros on va aller jusqu'à la fin du match comme ça, on va essayer d'en mettre un 4e, même si on recule encore un petit peu ici et là, mais globalement on va maîtriser les choses et on va gagner ce match avec un peu de peur, un peu de panique, un peu de fatigue, même beaucoup, et de la réussite, parce que l'exploit individuel de Ben Seguir aura changé la donne de ce match. Et nous voilà avec 3 points, nous voilà premier ex-aequo avec le Paris Saint-Germain en attendant le match de Marseille, et on est au top. On est au top au niveau des points, on est au top au niveau de tout. Même si aujourd'hui c'était pas un beau visage, mais c'est un visage qui se comprend, qui est normal. Enchaîner le jeudi et le dimanche, moi je me souviens quand on jouait l'Europa League, c'était une catastrophe de motiver tout le monde, de remettre les organismes en forme. Et je pense que c'est mieux, quand il y a la Ligue des Champions, il vaut mieux jouer le mardi et rejouer le week-end, quoi, parce que ça laisse un temps de récupération un peu plus long. Là, c'était un match piège, on n'est pas tombé dedans. Donc voilà, maintenant on peut parler un peu des performances individuelles. J'ai trouvé que globalement toute l'équipe en première mi-temps était en dessous, parce que c'était une équipe au ralenti. Keun a fait plutôt un bon match, même s'il prend un but. Pas grand chose à dire là-dessus. Il a fait 2-3 sorties un peu cheloues, hein. Autant contre le Barça, il a réussi, là, en deuxième mi-temps, il fait une sortie à 30 mètres de son but, il a complètement foiré. Mais voilà, il n'a pas eu de gros arrêts à faire, balle au pied, il n'a pas été maladroit, et globalement, ça a été, quoi. Globalement, ça a été. Défensivement, c'était un peu différent d'habitude, hein, parce qu'on n'avait pas notre charnière titulaire. Kerrer a fait un bon match, même s'il a perdu 2-3 ballons ici et là, mais il a fait un bon match. Singo, c'est pas un axial en fait. On est en train de se dire que quand même Singo est vachement meilleur sur un côté que dans l'axe, et on l'a vu aujourd'hui. Il y a des placements difficiles, il y a des... Voilà, c'est compliqué, il fait des fautes, il se place pas toujours très bien. Bon, par contre, il a un physique exceptionnel et il est sûr de lui, donc ça a fait le taf aujourd'hui, mais on a vu que contre le Barça, quand il est arrière droit, c'est beaucoup mieux.
Sur les côtés, retour de Caio et de Thésée. Caio qui a fait un bon match, même s'il n'est pas à 100%, et on sent quand même un joueur qui revient doucement mais sûrement, mais qui est quand même sûr de lui dans sa technique, dans sa conservation de balle, dans ses feintes et tout ça. Il revient bien et c'est important. Ouattara n'était pas là, donc pas trop le choix. Thésée côté droit, ça n'a pas été sensationnel non plus, même s'il a marqué un but. Hein. Il a fait le minimum syndical, quoi, on va dire, sur le côté droit. Il a un très très bon jeu de passe, par contre. Il a une vision de jeu qui est intéressante quand il s'agit de mettre le ballon vers l'avant. Et non, c'était pas mal dans la passe. Maintenant, c'est pas... je trouve que Vanderson est au-dessus en ce moment, physiquement, techniquement, et je comprends que Thésée soit remplaçant en ce début de saison. Mais bon, on aura besoin de lui, comme je vous l'ai dit. Le turnover est important. Milieu de terrain, Camara et Magassa, en première mi-temps, ça n'a pas fonctionné du tout. Magassa était vachement en dessous. Autant il avait fait un bon match la dernière fois, autant là, il était un petit peu invisible, un peu compliqué. Peu de maîtrise, techniquement, des pertes de balles, tout ça, c'était un peu chaud. Camara, c'était pas ouf non plus. Et là, on voit bien que Adi Hütter à la mi-temps a tout de suite changé parce qu'il les a sortis tous les deux. Et il a fait rentrer Zakaria pour redescendre Golovin, ce qui a bien marché contre le Barça et qui a un peu mieux marché contre le Havre par rapport au titulaire du début de match. Au niveau des offensifs, d'habitude on en a 3, là on en avait 2. Hein, Minamino qui fait un match pareil, un petit peu invisible. Golovin qui était plus haut en première, qui est redescendu, c'était mieux en deuxième. Ben Seguir qui fait une bonne rentrée parce qu'il nous débloque le match. Avec Akliouche, voilà, c'est les titulaires, c'est les pépites, c'est les petits princes. Et on sait que sans eux, on n'ira pas très loin. Et donc, Adi Hütter l'a compris, contre le Havre, il fallait les mettre. Voilà, ils n'ont pas joué 90 minutes, ils en ont joué 45, et ça s'est bien passé, parce qu'ils ont fait une bonne rentrée tous les deux, et Ben Seguir a presque été élu homme du match pour moi. Hein. Vu ce qu'il fait cet après-midi, c'était top. Au niveau des attaquants, j'ai bien aimé aussi, parce que Balogun et Ileni Kena, autant en première mi-temps, ils avaient du mal à se trouver, on avait du mal à les trouver, ils étaient beaucoup hors jeu, ils avaient du mal à conclure, mais Balogun a fait un gros travail de sape, comme Ileni Kena, voilà, Ileni Kena, il est un peu comme Mbolo, hein. Il a un gros physique, il sait garder le ballon, il sait bien la dévier, il est très intelligent, il a beaucoup de talent et ça se voit. En deuxième mi-temps, il donne une balle de but à Balogun et pour le coup, Balogun est enfin libéré, il marque un but et rien à dire, c'est ce qu'on attendait de lui, il fallait qu'un attaquant marque enfin pour l'AS Monaco, en sachant qu'Ileni Kena a déjà marqué en Coupe d'Europe, mais en Ligue 1 c'était compliqué et là Balogun, voilà, il débloque son compteur, il est content, nous aussi, et on sait ce qu'on lui demande, c'est ce genre de ballon parfaitement dosé par le petit jeune là et qui fait que la fête est belle parce que Balogun marque enfin. Voilà, au niveau des remplaçants, on va dire que c'est eux qui ont un petit peu décortiqué ce qui était mal embarqué, avec Akliouche, avec Ben Seguir, avec Matazo qui est rentré, Mbolo n'est pas rentré, Diatta est rentré. Donc vous voyez, on a fait tourner beaucoup, et Adi Hütter a réussi son pari parce qu'en deuxième mi-temps, il a réussi à débloquer la situation. Donc c'est parfait, que dire, 3 points, on est premier ex-aequo avec le Paris Saint-Germain, on sera peut-être premier ex-aequo avec Marseille ce soir à 13 points. Il y a une vraie bataille qui est en train de naître avec 3 immenses clubs français, que sont le PSG, Marseille et Monaco. Et nous, en tant que supporters, on attend qu'une chose, c'est de rester tout en haut de l'affiche, d'aller chercher le titre. N'ayons pas peur des mots. Monaco donne l'image d'un club là en ce début de saison qui est capable de le faire. Et maintenant, il faudra gérer ce genre de match avec les répétitions d'enchaînement de milieu de semaine et de week-end. Ligue des Champions, Ligue 1, Ligue des Champions, Ligue 1. Mais heureusement, la semaine prochaine, il n'y a pas de Ligue des Champions. Il y a le match contre Montpellier, samedi soir, qui sera un événement parce qu'on fête l'anniversaire. Il va y avoir plein de surprises au stade. Il va y avoir plein de surprises au sein du club. Je pense que la semaine va être un peu animée au niveau médiatique. Au niveau de la com, en tout cas, c'est un rendez-vous magique.
parce que la semaine prochaine, ça va être la fête, ça va être le centenaire, et Monaco se doit de gagner contre Montpellier. On peut pas organiser une grosse fiesta au Louis II et à Monaco la semaine prochaine et ne pas gagner contre Montpellier. Montpellier qui est dans une saison compliquée. Donc il y a tout pour enchaîner avec 3 points la semaine prochaine, parce que la semaine on va se reposer, samedi on va faire la fête, et samedi il faudra gagner pour continuer de rester tout en haut de l'affiche, et ça marquera un début de saison sensationnel de la part des Rouges et Blancs. Voilà, donc je m'arrête là-dessus, je vous dis profitez bien, parce que là la semaine est exceptionnelle. Ne regardez pas trop le contenu de cet après-midi parce que c'est tout à fait normal, et ce qu'a fait Monaco après le but de Ben Seguir, c'est fort, c'est très très fort. Allez, Daguet Monégou à la semaine prochaine, et on sort les cotillons, les fronflons, les langues de belle-mère et tout, c'est la fête.